Détenteurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Raphaël Pirot est avec nous, correspondant parlementaire à Ottawa pour l'agence QMI. Monsieur Pirot, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Est-ce que ça va calmer tout le monde, les excuses 5 jours en retard du premier ministre? Je sais pas si ça va calmer tout le monde. Clairement, il y a des gens qui vont continuer à surfer là-dessus. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on apprend là, parce que j'ai vu ça passer tantôt. Comme tu sais, cette histoire-là a fait grand bruit partout dans le monde. En Russie, l'histoire du nazi qui a été ovationné en chambre. Et l'ambassade de Russie au Canada a tweeté un truc intéressant hier. L'Université de l'Alberta, qui avait reçu un don en 2010 de la part de ce monsieur-là, Yaroslav Hunka, un don de 30 000 $ de sa famille pour faire de la recherche sur je crois que c'est l'Église ukrainienne, l'Église catholique ukrainienne. Donc, un don de 30 000 $. Et l'Université de l'Alberta, en fait, qui maintenant a annoncé qu'ils allaient remettre cet argent-là à la famille de M. Hunka. Fait encore là, tout cet événement-là a donné l'occasion à la Russie, aux pro-russes, d'exploiter ça. Puis évidemment, on va continuer, je crois, à avoir des répercussions de ça, là. On verra bien. Mais là, M. Poilievre veut que... Je comprends pas ce qu'il veut, en fait, de Justin Trudeau. Prendre ses responsabilités, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le premier ministre hier, Justin Trudeau, s'est levé en chambre et il a prononcé des excuses. Il a prononcé les excuses au nom du Parlement. OK? C'était l'erreur du Parlement et c'est le Parlement qui s'excuse comme institution. Monsieur Poilievre, évidemment, demande à ce que Justin Trudeau lui-même prenne la responsabilité de ce fiasco. C'est un fiasco, gâchis, je sais pas comment tu veux l'appeler. Il n'y a pas vraiment d'expression assez forte. Mais évidemment, il veut que ça rejaillisse aussi sur Justin Trudeau, comme c'est le cas à l'international, mais il veut qu'ici, que M. Trudeau prenne la responsabilité. Puis là, d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une élue conservatrice qui veut, en comité, entendre plein de monde du bureau du premier ministre, des forces armées, tout l'appareil gouvernemental en comité. Elle propose 6 réunions pour entendre tout le monde, pour comprendre vraiment, parce que ça reste encore un mystère. On ne sait pas dans les détails comment a eu lieu cette invitation-là. Mm-hmm. Donc, il y a cette idée-là on veut aller au fond des choses pour savoir ça a été quoi le problème, là. Ouais, c'est assez particulier, hein. Les nazis, là, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945. Mettons que tu as 20 ans en 1945, tu as exactement 98 ans aujourd'hui. Il y en a combien des vieux nazis dans le monde puis au Canada? Est-ce que vraiment ça mérite une enquête approfondie? Il doit y avoir une couple de petits vieux là, qui se bercent en rêvant à Hitler, mais il doit pas en avoir tant, là. C'est sûr que là, rendu là, ça commence à dater, évidemment. Mais c'est sûr que le Canada, en fait, a été beaucoup critiqué, puis ça commence à ressortir, justement, a beaucoup été critiqué comme étant un repère d'ex-nazis, des gens qui sont venus ici, certains d'origine ukrainienne, mais aussi d'autres nationalités, des gens qui sont venus vivre une vie paisible et en toute quiétude. Et Monsieur Hunka, je veux dire, clairement, lui, il a fait un don à l'Université d'Alberta, donc un don de 30 000 $. J'imagine qu'il a réussi à quand même faire de l'argent dans sa vie. Et puis, c'est ça, c'est un ex-nazi. Donc, c'est drôle, le fait que tu me dises ça. Je lisais une citation d'un historien juif, Irving Abella, qui disait que c'était plus facile au Canada après la guerre pour des nazis de venir s'installer ici que des juifs. Parce qu'il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été interdits d'accès. Donc, tout ça, tout le bagage historique canadien, la relation qu'on a avec, je dirais même la complaisance qu'on avait à une certaine époque avec d'ex-nazis, remonte à la surface à la suite de cet événement-là. Bon, et la saga n'est pas terminée. Rapidement, Raphaël, il y a eu des cyberattaques indiennes?
Oui, parce que là, on parle évidemment cette semaine, ça a été toute la question, c'était les ex-nazis, comment ça a été récupéré en Russie. Mais on se rappelle qu'il n'y a pas plus d'une semaine, en fait la semaine dernière, ben c'était l'Inde qui nous tombait dessus. Fait que là, le gouvernement doit gérer évidemment toutes les conséquences de les relations, les tensions avec l'Inde qui est suspectée. On se rappelle d'avoir assassiné ou d'avoir participé à l'assassinat d'un Sikh à Vancouver, dans la région de Vancouver, plus tôt cet été. Donc là, l'Inde, le peuple indien, en fait, l'a vraiment mal pris, cette accusation-là. Fait évidemment, oui, il boycotte Tim Hortons, il boycotte McCain en Inde, mais il y a aussi maintenant, il y a des groupes de cyber-pirates, je sais pas comment tu veux appeler ça, du monde qui sont derrière leur ordi en Inde et qui attaquent les institutions canadiennes. Fait il y a l'hôpital d'Ottawa qui a été attaqué, il y a le site des Forces armées canadiennes. Et là, j'ai pas réussi à le faire confirmer encore, mais je peux te dire, ce matin, j'ai encore eu de la difficulté hier, j'ai encore eu de la difficulté à aller sur le site de la Chambre des communes qui plante. Je sais pas, c'est une drôle de coïncidence encore une fois, mais voilà. Donc, j'attends la réponse là-dessus, mais il y a une main de l'Inde derrière ça. Bon. Ben parfait. Merci, Raphaël. On se reparle demain. Salut, à demain.